Salut les confrères et sœurs, c'est Dr Parker et aujourd'hui on apprend à savoir ce que cette machine de guerre arrive à faire toutes les minutes. Mettez-y votre cœur, c'est parti! Quand je demande à un étudiant ce qu'il pense du débit cardiaque, j'ai souvent 3 réponses qui reviennent. Le premier étudiant, qui est ma foi assez brillant, me répond que, en général, le débit, c'est en litres par minute. C'est une quantité de sang qui est éjectée par le cœur toutes les minutes. Et il a raison. Le deuxième étudiant, il me répond souvent que le débit, c'est un peu comme la vitesse. Et il a raison. Mais partiellement. Et le troisième étudiant, qui a un sens clinique un petit peu plus développé que les autres, en général, il va dire que, je sais pas exactement ce que c'est que le débit cardiaque, mais je pense que la tension, c'est un bon reflet du débit cardiaque. Et il a raison. En effet, il n'existe pas une seule, mais 3 manières de définir le débit cardiaque. Celle qu'on retient le mieux, c'est la première définition. Le débit cardiaque, c'est en litres par minute. Combien de litres de sang le cœur peut éjecter en une seule minute. Et il se trouve que, pour savoir ça, la formule est plutôt simple. Vous prenez le volume qui est éjecté à chaque systole, le volume d'éjection systolique, que vous multipliez par la fréquence cardiaque. Combien de fois c'est éjecté en une minute. Donc le débit, c'est le VES fois la fréquence cardiaque. Formule plutôt simple qu'on peut utiliser en 2 secondes. En général, un adulte éjecte 70 ml de sang toutes les contractions. Et il y a 70 contractions toutes les minutes. 70 fois 70, ça fait 4900, soit environ 5 litres par minute. Ça, c'est votre débit cardiaque. En plus, petit fun fact, on a environ combien de litres de sang dans notre corps? Exactement, 5 litres. Ce qui veut dire que toutes les minutes, votre cœur s'amuse à éjecter tout le sang que vous avez dans votre corps. Et ça, c'est quand même beau. Sauf que la réalité est légèrement plus complexe que ça, parce que si on s'amuse à vouloir déterminer à un instant T où se trouve votre sang, vous vous rendrez compte qu'il se trouve majoritairement dans vos veines, et non pas à la sortie du cœur en train de se faire éjecter. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Donc ça, c'est facile. Si vous voulez augmenter le débit cardiaque, pour X ou Y raison, il vous suffit d'augmenter soit la fréquence cardiaque, soit le volume d'éjection systolique. Comment est-ce que le corps s'y prend? En général, c'est avec le système nerveux orthosympathique. Vous êtes en situation de stress, les examens arrivent, le bus est sur le point de s'en aller et vous allez louper votre place à la BU, votre système orthosympathique se met en marche. Vous êtes en train de vous taper un shoot d'amine. Noradrénaline, adrénaline, dobutamine, ce que vous voulez. Et ça a une action sur votre fréquence cardiaque, c'est pour ça que votre cœur s'accélère quand vous faites du sport, et ça a aussi un effet sur votre VES. Et votre VES dépend de 3 choses principales, la précharge, la post-charge et la contractilité. On en reparlera dans une autre vidéo, mais la précharge, c'est la charge qu'il y a dans votre ventricule gauche au niveau de la diastole, quand ça se remplit. C'est le degré d'étirement des fibres pour faire une meilleure contraction après. Donc plus j'ai du retour veineux, plus j'ai du remplissage, plus mon ventricule s'expand et plus je vais augmenter mon VES. La contractilité, c'est la force de contraction en elle-même. Plus mon cœur va contracter fort et plus je vais augmenter le volume d'éjection systolique. Et la post-charge, c'est la charge qui s'oppose à l'éjection du ventricule gauche en systole. Donc si j'ai un rétrécissement aortique, si j'ai des vaisseaux qui sont trop fermés à la sortie de l'aorte, et la post-charge, ça diminue le VES. Bref, voilà comment en 2 secondes, vous avez compris comment est-ce qu'on peut agir sur le débit cardiaque avec ces 2 valeurs-là. Mais je vous ai toujours pas dit comment est-ce qu'on peut le mesurer, comment est-ce qu'on peut le quantifier chez un patient. Et ça correspond à la définition du deuxième étudiant. Celui qui vous disait que le débit cardiaque, c'est à peu près comme une vitesse. On est d'accord que quand vous prenez un abonnement pour internet, il y a un certain débit à avoir, une certaine rapidité de connexion. Sauf qu'il y a une chose fondamentale qui différencie le débit de la vitesse. Le débit, c'est en litres par minute, on vient de le voir, donc ça serait en fait une quantité de sang en litres par une unité de temps, par seconde ou par minute. Alors qu'une vitesse, on est plus en kilomètres/heure. Ou en mètres par seconde. Donc si vous vous imaginez vraiment ce qui se passe, ça veut dire que le débit, ça serait une quantité de sang dans un vaisseau qui circule en une seconde, alors que la vitesse, ça serait plutôt la vitesse d'un globule rouge au sein de cette masse sanguine qui parcourt une certaine distance en une seconde. Donc il y a vraiment quelque chose qui relie ces 2 valeurs entre elles, mais il manque un petit quelque chose pour les expliquer. Litres par minute, en vrai, des litres, c'est des décimètres cubes. Donc on pourrait mettre mètres cubes par minute, ou mètres cubes par seconde pour faciliter les choses. Et entre mètres cubes par seconde et mètres par seconde, il suffit juste de les multiplier par un mètre carré. Et mètre carré, vous le savez, c'est la surface de ce tube. Ça veut dire que si j'ai la capacité de connaître le diamètre de la chambre de chasse du ventricule gauche, là où partent les globules rouges, et la vitesse d'un globule rouge au niveau de cette chambre de chasse, alors je serais théoriquement capable de connaître le débit cardiaque. Et ça tombe bien, toute personne qui a une échographie cardiaque entre les mains est capable de faire ça. Petit rappel de collège ou lycée, votre surface au niveau d'un cercle, c'est pi r carré.
ou alors pi d carré divisé par 4. Donc à l'échocardiographe, si je prends le diamètre de la chambre de chasse, je le remplace dans la formule, j'ai la surface de la chambre de chasse. Et si j'arrive avec le mode Doppler d'avoir la vitesse d'un globule rouge qui passe cette chambre de chasse, juste en dessous de l'aorte, je suis donc capable de calculer la quantité de sang qui passe la chambre de chasse du ventricule gauche à chaque seconde, autrement dit, à chaque battement. Et ça les confrères et sœurs, ce n'est rien d'autre que l'estimation du volume d'éjection systolique. Il me suffit tout simplement de multiplier ce volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque, et bingo, vous avez le débit cardiaque. Et exactement, sur tous les comptes rendus d'ETT, vous êtes normalement censé pouvoir retrouver la valeur du débit cardiaque à l'instant T où le cardiologue a effectué l'examen. Et c'est bien ça le seul souci de cette technique. C'est que de 1, c'est vraiment une photo à un instant T du débit cardiaque avec les mesures qui ont été faites. De 2, ça dépend très fortement de celui qui a fait les mesures, c'est très opérateur dépendant. Et de 3, malheureusement, on va pas s'amuser à faire toutes les 2 secondes des échographies cardiaques à tout le monde pour évaluer leur état hémodynamique. C'est pour ça qu'il vous manque la 3e définition du débit cardiaque. Comme disait un chirurgien cardiaque japonais alors que j'avais un cœur vivant qui battait entre les mains, "This is the heart. If you lose it, you die." Et il avait raison. Le cœur, si vous réfléchissez bien, il ne sert qu'à une seule chose. Distribuer l'oxygène que l'on respire à l'ensemble du corps à travers le sang dans les vaisseaux. Parce que c'est seulement grâce à l'oxygène qu'on fabrique de l'énergie en quantité suffisante. Son unique rôle, c'est de pousser le sang jusqu'au bout de vos plus petits capillaires sanguins pour le récupérer après avec les veines. Le cœur doit pousser le sang pour aller d'un endroit à l'autre. Et il se trouve qu'en physique, que ce soit pour des gaz ou des liquides, le mouvement se fait toujours de l'endroit où il y a le plus de pression vers là où il y a le moins de pression. Ça, c'est la règle fondamentale à retenir. Cette différence de pression, ce gradient de pression, c'est ça la vraie force qui fait bouger le sang. Le cœur ne se contracte que pour générer cette forte pression. Et ça va générer un débit. Et vous avez donc la dernière pièce du puzzle, la force motrice qui génère le débit est une différence de pression, un gradient de pression. Delta P. Donc attention, j'insiste bien, c'est un gradient de pression. Et donc ce gradient de pression, il se fait vraiment entre l'endroit où il y a le plus de pression, donc à la sortie du cœur, au niveau de l'aorte. Donc c'est finalement ce que vous mesurez en fait avec le brassard à tension finalement. Et vu qu'il y a une pression systolique et diastolique, on va prendre la moyenne, c'est la PAM, la pression artérielle moyenne qui nous intéresse. Et tout ça va vers l'endroit où il y a le moins de pression au niveau du cœur, c'est-à-dire la pression dans l'atrium droit. Or, chez un individu qui est sain, on peut estimer que la pression dans l'atrium droit, elle est plutôt négligeable. Et c'est pour ça qu'on peut dire, de manière grossière, chez un individu sain, que la tension artérielle est le reflet global de votre débit cardiaque. Mais attention, j'ai bien dit que c'est une estimation qui est grossière, qui est globale, et surtout chez un individu qui est sain. Chez une personne chez qui on considère que la pression dans l'atrium droit est négligeable. Et c'est pour ça qu'en réanimation, quand les patients sont hémodynamiquement instables, on va leur poser un cathéter artériel. C'est un cathé qu'on met dans l'artère radiale ou dans l'artère fémorale, et ça va nous permettre d'avoir une tension en continu. Et donc grâce à des algorithmes qui vont analyser le contour de l'onde de pouls, on va pouvoir estimer le VES et donc avoir une estimation en continu du débit cardiaque. Et il y a juste une seule chose qui va gêner cette force motrice pour emmener le sang d'un point à l'autre, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'écoulement. Les résistances vasculaires périphériques. Et pour comprendre ça, c'est très facile. Il vous suffit de vous imaginer soit un tuyau d'arrosage, soit des pailles. Plus la taille de la paille est longue, et plus ce sera difficile soit d'aspirer, soit de souffler dedans. Faites-en l'expérience, vous allez voir. Si je fais couler un liquide qui est plus visqueux, c'est normal que le débit sera plus faible aussi. Ah, c'est logique, si je mets du miel dans mes artères, c'est logique que ça va circuler moins vite que si je mettais de l'eau. Et enfin et surtout, si vous prenez une paille qui est toute petite au niveau du diamètre, vous allez galérer pour souffler dedans. Et à l'inverse, je pense que vous avez déjà vu des vidéos comme ça sur internet, si vous aspirez dans une paille qui a un très gros diamètre, vous allez avoir un débit qui va être 10 fois plus élevé. C'est pour une raison très simple, c'est parce que la résistance est inversement proportionnelle au diamètre ou au rayon de votre vaisseau, avec une puissance 4. Donc si votre tuyau est réduit de moitié, votre résistance est multipliée par 16, les amis. Donc voilà, le débit cardiaque, vous pouvez également dire que c'est le gradient de pression divisé par la résistance vasculaire périphérique. Et voilà vos 3 formules qui vous permettent de comprendre ce que c'est que le débit cardiaque. Et il y a une toute dernière chose qu'il vous faut comprendre pour être sûr de n'avoir rien loupé. Ça, vous le savez, votre cœur s'occupe de 2 circulations différentes. La petite et la grande circulation. Et surtout, il y a 2 pompes qui sont branchées entre elles en série. Le cœur droit et le cœur gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire être branché en série ? Ça veut dire que la quantité de sang qui sort d'une cavité va dépendre de celle qui sort de l'autre. Donc si j'ai moins de sang qui sort du ventricule droit, au final, je vais moins en récupérer dans l'atrium gauche et j'en aurai moins du coup à éjecter dans le ventricule gauche. Sauf que dans le corps, il faut savoir que ce débit cardiaque, de 5 litres par minute, il est distribué entre les organes. Les organes sont branchés en dérivation.
en parallèle. Donc ça c'est super important à comprendre. Dans les 5 litres par minute, il y a une certaine partie qui va être distribuée au niveau des reins, au niveau du cerveau, au niveau du foie, etc. Et à la fin, ça va tout se rejoindre tous ensemble au niveau du retour veineux pour reformer les 5 litres par minute. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous de comprendre cette notion-là? C'est pour comprendre le réel effet de la noradrénaline. La noradrénaline, parmi tous ses effets, c'est surtout une amine vasopressive, c'est-à-dire qu'elle va resserrer les vaisseaux. Et ça, c'est censé améliorer le débit cardiaque. Et là, vous allez me dire, mais attends, c'est pas logique, parce que le débit cardiaque, c'est censé être du coup gradient de pression divisé par résistance vasculaire périphérique. Si je mets de la noradrénaline, je vais augmenter les résistances vasculaires périphériques vu que je vais resserrer le vaisseau et que ça c'est super délétère. Et bah ça c'est partiellement vrai, parce qu'il faut comprendre au niveau physiologique ce qu'on fait. La noradrénaline, ça vous permet certes de vasoconstricter au niveau des artères, et donc dans ce cas-là, ça vous permet de resserrer les territoires qui servent à rien, donc par exemple le territoire de la peau, les reins, malheureusement, c'est pas aussi vital que le cerveau ou que le cœur dans ces situations-là. Et vu que le réseau est branché en dérivation, en parallèle, et ben si je diminue le débit au niveau du rein, et ben je vais l'augmenter au niveau du cerveau par exemple. Et ça c'est ce que votre corps il essaye naturellement de faire. Quand vous êtes en état de choc, rappelez-vous, les signes de choc c'est oligurie, c'est marbrure, c'est sueur, c'est hypotension. Vous êtes en oligurie parce qu'il y a moins de sang qui arrive au rein pour qu'il y en ait un petit peu plus qui arrive au cerveau au niveau du cœur. Il y a des marbrures parce qu'il y a une vasoconstriction au niveau cutané pour qu'il y en ait plus au niveau du cœur ou au niveau du cerveau. Mais ça c'est qu'un seul effet de la noradrénaline parce que la noradrénaline c'est aussi un vénoconstricteur. Ça va constricter les veines. Et ça va vous permettre d'avoir un meilleur retour veineux. Parce que comme je vous l'ai dit, votre sang, il n'est pas contenu majoritairement dans vos artères, c'est même très faux, il est en grande majorité dans vos veines. Et ça a un peu du mal à remonter justement. Il y a 2 choses qui facilitent le retour veineux. L'inspiration, j'augmente le volume dans ma cage thoracique, je crée une dépression pour appeler de l'air et j'appelle par la même occasion le sang qui est coincé dans mes membres inférieurs. Et la deuxième chose, c'est les muscles de vos jambes et de vos cuisses. Le fait de contracter vos muscles va vous permettre de faire remonter le sang à la manière d'un tube de dentifrice. Et les valvules, ça vous permet pas de faire remonter le sang, mais ça empêche le sang de redescendre et de se faire pousser dans le mauvais sens. Et le fait de les contracter, de les vénoconstricter, grâce à la noradrénaline, bah ça permet d'augmenter le retour veineux. Donc, la noradrénaline, elle a un petit peu un effet de précharge, ça va augmenter le retour veineux, augmenter la précharge, augmenter le VES, et vous vous retrouvez avec la toute première formule, si j'augmente le VES, j'augmente le débit cardiaque. Et voilà comment en quelques minutes je vous expliquerai le débit cardiaque. Pour résumer, le débit cardiaque c'est le volume qui est éjecté à chaque systole, le volume d'éjection systolique, fois la fréquence cardiaque, mais c'est aussi l'ITV sous-aortique, l'intégrale temps-vitesse, d'un globule rouge qui passe la chambre de chasse du ventricule gauche, fois la surface de cette chambre de chasse multiplié encore une fois par la fréquence cardiaque, et c'est enfin le gradient de pression qui existe entre la sortie du ventricule gauche et l'entrée de l'atrium droit, divisé par les résistances vasculaires périphériques. Le débit cardiaque est distribué en parallèle à tous les organes, et si on ferme le robinet d'un côté, ça va nous permettre de l'ouvrir de l'autre. Rappelez-vous que le VES dépend de la précharge, la charge qui est reçue en diastole, qu'elle dépend de la contractilité, la force de contraction, et qu'elle dépend de la post-charge, la charge qui s'oppose à l'éjection, en systole. Et rappelez-vous que les résistances vasculaires périphériques, elles dépendent de la longueur du tuyau, du diamètre du tuyau principalement, et de la viscosité au niveau du sang. J'espère que j'aurai réussi à vous rendre la chose plus claire et plus passionnante.